C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les discussions avortées de Luanda. Les dirigeants du Rwanda et de la République démocratique du Congo continuent de se rejeter la responsabilité de l'échec de ces pourparlers. Nous donnons la parole ce soir au ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Il sera avec nous dans quelques instants. La transformation du coton au Bénin, le pays est l'un des premiers producteurs sur le continent. Les autorités ambitionnent aussi de devenir les leaders planétaires de la fabrication de vêtements. Reportage à Cotonou dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous irons au Tchad où une association se mobilise pour aider les enfants démunis pour être scolarisés. Les parents n'ont souvent pas les moyens de payer les frais liés à la scolarité. Reportage à N'Djamena à la fin de cette édition. On vous parle ce soir du processus de Luanda censé mettre fin à la brouille entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Depuis dimanche, Kigali et Kinshasa se rejettent la responsabilité de l'annulation de la rencontre entre les deux parties. Ce soir, nous recevons Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Tout d'abord, je le disais, la République démocratique du Congo et le Rwanda se rejettent la responsabilité de cet échec. Mais c'est Paul Kagame, le président rwandais, qui a annulé son déplacement à Luanda. Merci beaucoup de m'accueillir. Le sommet du 15 décembre à Luanda a été reporté pour une raison très simple. C'est que le seul sujet à l'ordre du jour de ce sommet était donc la signature d'un projet d'accord entre le Rwanda et la RDC n'était plus d'actualité, puisque les ministres qui s'étaient réunis la veille pendant presque 9 heures, n'étaient pas tombés d'accord sur le seul point qui restait, le seul point contentieux qui restait, qui était la question des M23. Et donc c'est pour ça que le sommet a été reporté. Pour être plus précise, c'est le fait que la République démocratique du Congo refuse un dialogue direct avec le M23 qui a provoqué le refus de Paul Kagame de se rendre à Luanda. C'est bien ça? Exactement, c'est bien ça. Et c'était contraire à ce que la RDC avait accepté, qui était un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi, tel que communiqué par la facilitation le 30 novembre. Alors pour le processus de Nairobi, il s'agit d'un dialogue indirect. Ce que refuse la République démocratique du Congo, c'est un contact direct, des discussions directes avec le groupe rebelle M23. Le processus de Nairobi propose des discussions et des pourparlers indirects avec des facilitateurs et des médiateurs. Ça, la République démocratique l'avait accepté, en effet. En revanche, le dialogue direct, la discussion directe, c'était refusé par la RDC. C'est du moins ce qu'affirme la République démocratique du Congo. Non, madame. La question, le problème n'a pas été le mot direct. La RDC a refusé pendant 9 heures le mot dialogue, alors que dans la communication du facilitateur angolais, qui nous avait été envoyé le 30 novembre, la RDC avait enfin accepté un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. Donc, on a passé 9 heures sur le mot dialogue. Nous, le Rwanda, on a même été flexible. Parce que, alors qu'on demandait un dialogue direct entre le M23 et le gouvernement congolais, on a demandé maintenant que le mot direct soit enlevé et qu'on parle de dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais. Donc Mais la RDC a refusé. Donc pour vous, c'est le dialogue qui a été rejeté par la République démocratique du Congo, et qu'il soit direct ou indirect, le Rwanda l'accepterait sans condition? Que si cette condition était remplie par la RDC, le Rwanda irait à Luanda et participerait à ces pourparlers? Le Rwanda a toujours accepté ou demandé qu'il y ait un dialogue, quel que soit le format, puisque le plus important, c'est le contenu, ce n'est pas le format. Et d'ailleurs, vers la fin de la réunion, il y a une proposition qui nous a été faite par l'Angola, qui était que les deux facilitateurs, donc le facilitateur du processus de Luanda, le président Lourenço d'Angola, et le facilitateur du processus de Nairobi, qui est l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, rencontre le M23, rencontre la RDC pour essayer de voir la suite de cette question. Et donc nous, on est d'accord à ce que ces consultations continuent et qu'on nous fasse une proposition écrite dans un proche avenir afin de nous inviter dans un sommet pour signer le projet d'accord entre les deux pays.
Alors, le Rwanda ne cesse de répéter que le M23 est une affaire congolo-congolaise. Pourquoi alors faire de ce dialogue direct ou indirect entre les deux belligérants un point clé de ces discussions? Il est vrai que le M23 est un mouvement congolais, mais la question de M23 est une menace à la sécurité du Rwanda. Parce que, à cause de cette question, la RDC a construit une coalition militaire large qui inclut les génocidaires FDLR, les miliciens Wazalendo, les militaires burundais et même les mercenaires européens, certains de France, d'autres de Roumanie, pour s'attaquer au M23 et par extension au Rwanda, puisque le M23 est toujours assimilé au Rwanda. Donc c'est une question sécuritaire au Rwanda. Ce n'est pas seulement que le mouvement est un mouvement congolais, ce qui est la réalité. Et pourtant, l'ONU a accusé plusieurs fois le Rwanda de financer et d'armer le M23. Cette accusation qui est aussi faite par le Congo est justement la justification du fait que le Rwanda souhaite que cette question soit résolue une fois pour toutes, en s'adressant aux causes profondes de la question, puisque vous vous rappelez que la crise des M23 n'est pas la première, c'est celle qu'on vit pour l'instant, puisqu'il y a eu une autre crise qui a été, disons, résolue, comme il disait, par solution militaire en 2013, mais cette fois-ci, on souhaite qu'il y ait une résolution définitive de cette question par un dialogue avec le gouvernement congolais. Alors, dernière question, est-ce que vous avez l'espoir que ces discussions reprennent rapidement ou est-ce que ça semble être mal parti? On a de l'espoir, le Rwanda est toujours engagé dans ce processus de paix et on a accueilli favorablement cette proposition de l'Angola, d'avoir les deux facilitateurs faire des consultations, consulter les M23 et consulter la RDC. Et d'ailleurs, demain après-midi, le ministre des Affaires étrangères de l'Angola sera ici à Kigali comme envoyé spécial et on a confiance que ce processus va continuer. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Je rappelle ce que vous venez de dire, donc que le Rwanda n'exige pas un dialogue direct avec le M23, mais un dialogue tout court. Je rappelle aussi que nous avons proposé à la République démocratique du Congo également de prendre la parole sur notre plateau et nous attendons leur réponse. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vous remercie. En bref, le dernier bilan causé par le cyclone Chido au Mozambique, au moins 34 personnes ont péri et 300 ont été blessées. Plus de 20 000 maisons ont été détruites selon l'Institut national de gestion des risques de détresse. Chido a touché la partie nord du Mozambique avant de se diriger au Malawi où 2 personnes sont mortes. Le cyclone devrait se dissiper ce mardi près du Zimbabwe. On part à présent au Bénin. Le pays est dans le peloton de tête des plus grands producteurs de coton en Afrique. Les fibres sont exportées essentiellement vers l'Asie, mais vous allez le voir que le pays a l'ambition de transformer sa matière première sur place pour se positionner comme un leader mondial de fabrication de vêtements. Reportage d'Emmanuel Sodji et de Raphaël Talley. Dans cet immense centre de confection de vêtements et de textiles, le Bénin attire de prestigieux clients, de célèbres marques américaines et françaises de prêt-à-porter. Le pays est par ailleurs en passe de devenir, aux côtés du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et de la Côte d'Ivoire, le fournisseur officiel des maillots du mondial de football de 2026. C'est quelque part le parachèvement d'un travail des 5 dernières années qui se matérialise en cette commande. À une quarantaine de kilomètres de Cotonou, la plateforme de Glojigbe produit quotidiennement près de 22 000 pièces et transforme 12% du coton béninois 3 ans après son ouverture. Ce résultat, obtenu grâce à un partenariat public-privé qui a permis de mobiliser près de 550 millions d'euros, n'est que la première étape d'un projet plus vaste, transformer localement toute la récolte d'or blanc d'ici 5 à 7 ans. Grâce à la transformation de tout ce que le Bénin produit comme fibre, nous allons pouvoir générer une valeur marchande annuelle d'à peu près 12 à 14 milliards de dollars. Main-d'œuvre bon marché, exonération fiscale et douanière, électricité à prix très réduit, tout est prévu pour que les investisseurs transforment à des coûts compétitifs.
L'objectif du Bénin est de rivaliser à terme avec le Bangladesh, leader mondial de l'industrie textile. Nous nous retrouvons à peu près à coûts égaux avec l'Asie. Le gros avantage est lié au temps gagné dans le transit lorsqu'on exporte directement du Bénin. Dans le centre du Bénin, les cultivateurs d'or blanc se frottent les mains. Rapidité du paiement des récoltes. Depuis que le coton est transformé, les producteurs augmentent leur surface cultivable pour faire face à la pression de la demande. Depuis que les usines de transformation sont ouvertes, ça nous encourage car on vend vite le coton. Avant, il fallait attendre avant de toucher de l'argent. On était payé par petits bouts. Maintenant, vraiment, on est encouragé à produire. Pour réduire sa dépendance aux prix internationaux des matières premières, le Bénin mise sur la transformation industrielle de ses produits agricoles afin d'y ajouter de la valeur localement et créer de l'emploi. Quelques semaines après la rentrée scolaire au Tchad, plusieurs milliers d'enfants ne sont toujours pas sur les bancs de l'école. Les familles les plus pauvres ne peuvent pas faire face aux dépenses liées à la scolarité. Une association a décidé de venir en aide aux plus démunis. Reportage à N'Djamena d'Harold Girard. Chez Thomas Goni Mahamat, ce sont les filles qui chaque matin puisent de l'eau pour la famille. Cette mère de 6 enfants n'a pas pu les inscrire à l'école cette année faute de moyens. L'école publique est gratuite au Tchad, mais les coûts du transport et des fournitures scolaires restent dissuasifs pour beaucoup de parents. Les frais de location de la maison, la nourriture et les courses prennent tout mon budget. Je n'ai pas pu inscrire les enfants à l'école. Il me faudra de l'aide. Il n'y a pas d'école publique proche de chez nous. Dans les environs, il n'y a que des écoles privées. Je ne peux pas me le permettre. Thomas Goni se rend au siège d'Al-Moussaada. Cette association a lancé pour la 2e année consécutive une campagne de soutien aux familles les plus démunies. Elle finance notamment les frais liés à la scolarité des enfants, le temps que les parents retrouvent une situation financière stable. Les membres de l'association essaient régulièrement d'alerter le gouvernement. L'année dernière, nous avons adressé une correspondance pour une audience avec le Premier ministre. Nous voudrions par cette occasion lui faire également un plaidoyer pour que les enfants orphelins surtout, ceux qui n'ont pas leurs parents en vie, puissent avoir les mêmes opportunités que les autres. Et je crois que c'est resté sans suite jusqu'à là. De son côté, le gouvernement assure avoir fourni des efforts conséquents pour favoriser la scolarisation de milliers de jeunes Tchadiens. Il y a des programmes et projets qui aussi achètent des tenues, par exemple, aux enfants des familles démunies. Donc ça aussi, c'est une action quand même qui va dans ce sens. Voilà. Et l'État attribue ou bien distribue également des manuels scolaires gratuitement. Au Tchad, scolariser le plus grand nombre d'enfants et sur une plus longue période reste une priorité. En 2023, seulement 60% des inscrits à l'école primaire accédaient au collège. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, l'actu 360 avec Cécile Galouchu. Restez avec nous.